Je suis Marie-Josée Maurice, psychomotricienne relaxologue depuis 40 ans. Je suis installée en libéral depuis 20 ans, au 1er avril. Et j'ai beaucoup travaillé sur les points d'acupuncture. Et je fais beaucoup de séances individuelles. Je travaille aussi à l'hôpital en addictologie. Donc là, je travaille plutôt en équipe et avec des groupes en tant que psychomotricienne. Et j'utilise les outils d'Access Consciousness. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Access Consciousness, c'est accès à la conscience. Donc, c'est quelque chose qui a démarré dans les années 90, en 90, par une question. C'est quelqu'un qui s'ennuyait dans la vie, bien qu'il ait une situation plutôt correcte, on pourrait dire assez riche par rapport à d'autres personnes, mais bon, c'est pas satisfaisant. Et la question qu'il a posée, c'est quoi d'autre est possible? Comment ça peut être autrement? Et à force de poser cette question, il a fini par avoir des réponses ou des intuitions qui sont venues ou des rencontres qui se sont faites, et il a construit Access Consciousness, où il y a trois piliers, on va dire. Il y a les barres, donc c'est le travail sur la tête. On essaye de dépolariser les pensées positives et négatives pour être plus neutre, donc plus clair. Pour résumer, il y a aussi un travail sur le corps et il y a aussi les processus verbaux. Et dans les processus verbaux, il y en a des centaines. Et par contre, il y en a 10 qui sont les principaux. On appelle ça, c'est les bases, c'est les 10 clés d'Access Consciousness. Quand on dit les 10 clés, on sait à quoi ça fait référence. Et c'est ça que j'avais envie de vous présenter parce que j'adore ça. J'adore ça, je les utilise régulièrement, puis parfois je ne me rends même pas compte que je les utilise. Je l'ai déjà enseigné sur un groupe de chefs d'entreprise, mais des femmes, sur Gap. Je l'ai aussi fait dans des universités du temps libre, à chaque fois avec beaucoup de plaisir pour moi et beaucoup de surprises pour les personnes qui le font. Parce qu'en fait, on essaye de décaler par rapport au point de vue fixe qu'on a sur les choses, les points de vue arrêtés. Donc, ce qu'on fait avec cette formation, parce que je l'ai un peu mise en forme, c'est pas de dire il faut penser ça ou il faut penser ça, c'est justement le contraire, c'est comment est-ce que je peux penser autrement? Parce que en fait, quand je pense comme ça, et que ça c'est vrai, je n'ai pas accès au reste. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir faire tomber un petit peu les murs et les barrières et de pouvoir se déplacer plus facilement sur les points de vue, donc avoir plus de choix et plus de possibilités. Et la façon dont je l'enseigne, c'est des séries de... J'ai 2 formules. J'ai une série à 11 séances d'1h30, où pendant une séance, on va voir un outil. Après, il y a un certain temps, souvent c'est 15 jours, les gens l'utilisent dans le concret familial, professionnel, personnel. On en reparle la fois suivante et on repart sur le deuxième outil. Et on avance comme ça d'outil en outil. C'est vrai que j'aime bien faire ça parce que j'ai fait énormément de formations. Mais quand on reçoit beaucoup d'informations en même temps, après, il reste un peu des choses. Tandis que là, on a le temps d'intégrer un outil. Moi, c'est aussi comme ça que je fonctionne, j'ai besoin de ça. Mais je sais que je ne suis pas la seule. Et donc, on avance comme ça progressivement. Après, j'ai une autre façon de faire, c'est 2 outils par séance. Pour les gens qui ont besoin de quelque chose de plus concentré. Mais on pourrait passer 3 heures à faire tous les outils et il n'en resterait pas grand-chose. Enfin, je pense qu'on a besoin d'expérimenter les choses, d'intégrer dans la réalité, dans sa propre réalité, et d'échanger avec les autres pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis parfois, l'autre a vu des choses que moi, je n'ai pas vues. Donc, c'est vraiment un enrichissement. Et j'apprécie beaucoup de faire ça en groupe. Et j'apprends toujours à chaque fois parce que j'apprends du regard des autres. J'apprends à partir du regard des autres. Donc, j'ai un tout petit diaporama qui n'est pas bien grand. Alors, je ne peux pas réduire. Je ne peux pas réduire. Ah, bon, du coup, vous n'aurez pas
Vous aurez pas de… Parce que j'enregistre, je ne peux pas réduire. Si, normalement, tu dois Je pouvoir vais quitter le mode plein partager. écran. Je vais Et partager. en bas, tu as partagé en bas. Ouais. Ouais, je vais partager. Est-ce qu'on peut réagir à tes propos ou est-ce que c'est une formation d'abord une partie descendante et comment tu vois les choses? Bah, je vais dire les premières choses. Et puis après, voilà. Mon diapo est très petit, un diaporama est très petit. Je voulais juste dire que ça, c'est les clés. C'est le trousseau de clés de passe de mon grand-père. Il était serrurier. Et je suis très contente de l'avoir ici avec moi. Voilà. Je vois pas ton diaporama par contre. Vous Tu le vois voyez, pas? vous? Oui, oui, moi je le vois. Ah, moi, je le vois aussi. Il va arriver. C'est plus loin. C'est plus C'est loin. bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai. C'est Oui. bon. Merci. Voilà. Donc, je vais vous parler des 10 points, les 10 clés. Donc, on ne va pas aller voir toutes, hein, parce qu'on a qu'un petit bout de temps devant nous. Il y a point de vue intéressant. C'est juste ce que je disais, c'est de ne pas rester sur des points de vue fixes et pas penser qu'on a raison et que l'autre a tort. Parce que l'autre en face, il pense la même chose. Donc, on a tous raison de son propre point de vue et on a tous tort du point de vue de l'autre, surtout quand il y a des petites bagarres de point de vue. Et en fait, les choses ne sont qu'un point de vue intéressant. À partir du moment où je dis que c'est la vérité, je ne suis plus dans un point de vue intéressant, je suis dans un point de vue fixe. Alors, ce n'est qu'un point de vue intéressant, ça c'est un des premiers outils qui permet de dégager par rapport à la rigidité des choses et la rigidité de la position qu'on a. Si par exemple mon ordinateur, là je suis toujours face à l'ordinateur, je verrai toujours l'écran. Si je ne me déplace pas, je ne verrai pas de profil ni de derrière. Et si je veux voir autre chose dans ma réalité, si je ne me décale pas, ça va être compliqué. Tant que je ne change pas de point de vue et que je ne suis pas souple par rapport à un point de vue, je vais voir toujours la même chose que je vais prendre pour une réalité. Et quand je dis point de vue intéressant, ça me dégage de ça. Je dis, oh, ben, c'est qu'un point de vue intéressant. Et du coup, ça laisse du choix. Si vous avez envie de réagir hein, maintenant, voilà, vous pouvez. Pas de jugement, ça c'est un autre qui est très très intéressant. On a beaucoup de jugements, c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est faux. Il faut pas, il faudrait. Tout ça, ça encombre l'esprit et ça empêche de prendre les choses comme elles sont. Quand on dit c'est pas bien, ben, ce truc-là, je peux pas aller le voir. Mais qui c'est qui m'a dit que c'était pas bien? Et quand on me dit c'est bien, c'est pareil. Qui c'est qui me dit que c'est bien? Alors, quand on n'est pas dans le jugement, on est juste dans reconnaître ce qui est. Et le prendre comme ça n'empêche pas de se déterminer par rapport à ça et de choisir, mais il y a moins de filtres qui font que je vais regarder les choses d'une certaine façon. Pas de structure, pas de signification. Alors la structure, c'est tout ce qui a un rapport au passé. Les choses sont comme ça. Savoir avec les définitions. Et quand on donne une définition à quelque chose, eh ben, les choses sont comme ça, point barre. Et ben, le point barre fait que je ne peux pas aller voir autre chose, encore une fois. Donc tout ce qui est structuré, tout ce qui est défini, tout ce qui est significatif et important, ça me limite aussi. Donc quand on arrive à repérer les structures, les définitions, les conclusions aussi, quand on a une conclusion par rapport à une situation, ça va être difficile. Et ben, quand je dis ça comme ça, je me retrouve avec quelque chose qui est défini, qui est structuré comme étant difficile et je ne vais pas pouvoir vivre autre chose que ça. C'est ce qu'on appelle les pensées limitantes. Pardon? Les pensées limitantes. Des pensées limitantes, absolument. Alors, tout ce qu'on voit là, c'est un petit peu par rapport à ça, mais vu par des endroits différents et parfois ça prend un relief différent. Alors, un autre objet intéressant, c'est le 4e, poser les questions. On est tout le temps en train de poser les questions et on n'attend pas de réponse. Par exemple, une des questions les plus importantes, et c'est celle que je dis à chaque fois en fin d'infomercial, c'est quoi d'autre est possible? Et je ne sais pas, mais ça revient par rapport à la définition. Si on dit, par exemple, là, ça va être difficile, il y a encore un mot à tirer, ça va être difficile. Si on laisse un point à la fin de la phrase, pouf, on se retrouve avec un poids. Voilà, pouf, c'est comme ça. Et si on rajoute, mais quoi d'autre est possible? Eh bien, simplement, on ne sait pas quoi, mais ça laisse une porte
Ça laisse la possibilité d'ouvrir une porte à ce que des choses rentrent et d'autres sortent. Donc, il est toujours en train de poser des questions. Une autre question, alors je vous la donne comme ça peut déjà vous servir, c'est comment est-ce que ça peut être mieux que ça? Ou quoi d'autre est possible que je n'ai pas envisagé, par exemple. Et c'est pas forcément l'idée d'aller chercher tout de suite la réponse. Parfois, elle vient très vite. Parfois, elle va venir parce que je vais rencontrer quelqu'un qui va me donner une information intéressante. Mais parfois, simplement, ça me sort d'une énergie lourde pour une énergie légère. Ah oui, pourquoi il n'y aurait pas autre chose que ça? Pourquoi je resterais dans cette définition-là? Donc, on est toujours en train de poser des questions et on apprend vraiment à poser des questions. Ne pas se laisser piéger par l'histoire. Par exemple, Est-ce que sur les questions, on peut réagir? Parce que moi, j'ai découvert, alors c'est lié à mon métier, mais on parle beaucoup de méthode agile. Et donc, dans tout ce qui est suivi, développement de projets informatiques ou pas d'ailleurs, au sens large. Et j'ai croisé lors d'un spécifique méthode agile ce qu'on appelle la questiologie. C'est-à-dire qu'on a fait on a fait de la question une manière d'aborder les choses différemment sous une posture de créativité quasiment. je ne connaissais pas. Alors, je ne peux pas dire si c'est ça, mais Ouais. peut-être bien. Il y a un site là-dessus, si ça vous intéresse. J'ai reçu un lien moi, il y a peu en travaillant avec un groupe agile sur Avignon. Et donc, la thématique, c'est la questiologie. Et je pensais au début que c'était un néologisme pur. C'est un néologisme, évidemment, mais c'est quelque chose qui est ancré maintenant dans un certain nombre de pratiques et qui permet mais c'est en plein dans ce que tu disais, hein, de se dire, j'essaie de changer mon point de vue. Oui. Et j'entends des points de vue que je n'entendrai pas si je reste avec mon propre questionnement. Oui. Voilà. Et donc, ça faisait vraiment écho c'est vraiment quelque chose de neuf pour moi, hein, cette partie-là. Oui. Se poser des questions. C'est un gros morceau. Hein. Parce qu'on a tellement l'habitude de donner des conclusions et des réponses. Il faut avoir la bonne réponse en plus. Si on n'a pas de jugement, on va donner une réponse et puis elle va convenir ou elle ne va pas. On va l'essayer, on va la tester, ça marche pas. Mais il n'y a pas de jugement et du coup, on pose. C'est beaucoup plus léger. Mais ça amène à plein de créativité et plein de possibilités qu'on ne peut pas envisager autrement. Merci pour ton intervention. Alors, ne pas se laisser piéger par l'histoire. Par exemple, si quelqu'un essaye de récupérer ses 1 500 € et bon, c'était le parcours du combattant, et si je l'écoute et qu'il me raconte que c'est le parcours du combattant et que c'est compliqué tout ça, et que je vais finir par rentrer dans son histoire et ça va devenir une réalité. Et elle va m'impacter aussi. Donc, on peut entendre l'histoire de l'autre, mais sans rentrer dedans. Et puis, on a aussi nos propres histoires. Ça marche comme ça parce que papa, maman, le grand-père dans la famille ou parce que l'histoire de l'entreprise, c'est ça. Et à partir du moment où on rentre dans l'histoire, on ne pose plus de questions parce qu'on est dans une structure. L'histoire, c'est une structure. Comment est-ce que ça peut être autrement? On va revenir sur les questions. Et donc le 6, se mettre en position de choisir. La position de choisir, c'est en fait parfois on continue à vivre des choses qui sont basées sur des choix qui sont faits il y a 20 ans. Et avec la peur de choisir parce qu'on est du jugement, faire le bon choix ou le mauvais choix. Alors du coup, on n'ose pas choisir. Comment je fais pour choisir entre ça et ça? Et ça bloque la capacité à choisir. Et le choix, c'est quelque chose de dynamique. Ça va permettre certaines possibilités. Je vais évaluer si ces possibilités sont excellentes, je vais les garder. Si elles sont moyennes, je vais peut-être les modifier. Puis si elles ne sont pas adéquates, je vais les changer. Mais c'est quelque chose de très dynamique, choisir. Sinon, on subit. Sinon, on suit la trace. On subit, oui. On suit la trace. Pas de compétition, c'est-à-dire que la compétition, ça amène du jugement par rapport à soi, entre soi et l'autre, ou son entreprise et celle de l'autre. Donc déjà, si on enlève les jugements, il y a beaucoup moins de compétition. La seule compétition qu'on peut avoir, en fait, c'est grandir soi-même. Donc là, on peut quand même rester 1h30 là-dessus. S'alléger, ça c'est hyper intéressant, surtout par les temps qui courent. En fait, le titre exact, c'est pas de drogue. Et pas de drogue, la drogue rend lourd. Donc en fait, c'est éviter tout ce qui rend lourd. Alors les histoires peuvent rendre lourd,
Les compétitions peuvent rendre lourd, les jugements peuvent rendre lourd, les structures peuvent rendre lourd et les mensonges peuvent rendre lourd. Donc, prendre conscience de tout ça, au fur et à mesure, ça va permettre de choisir ce qui me rend plus léger. Voilà. Ce qui est lourd n'est pas en accord avec moi. Ce qui est léger, c'est en accord avec moi. Ça, c'est mon GPS intérieur, en dehors de tout ce qui est calcul, computation, où on met toutes les choses ensemble et puis après, il y a tellement de choses contradictoires qu'on ne sait plus comment choisir, par exemple. Est-ce que ça peut s'apparenter au lâcher-prise aussi? Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment un choix aussi. Et c'est un choix, c'est écouter. Par exemple, c'est une question que je peux vous donner là, que vous pouvez avoir. C'est si je fais ce choix, que sera ma vie dans 5 ans? Mais si votre corps, il se plombe quasiment tout de suite, vous savez que ce choix-là, il n'est pas pour vous. Et pourtant, vous ne savez pas ce qui va se passer dans 5 ans. Par contre, si vous dites, si je fais ce choix, que sera ma vie dans 5 ans, et que ça vous rend, c'est un petit goût de léger et d'agréable, vous savez que c'est une piste pour vous. Et peut-être parfois, c'est complètement fou par rapport à ce que le mental voudrait bien nous dire, ou les autres, ou le contexte. Donc ça, c'est une façon d'être plus à l'écoute de soi, en fait. Ça veut dire redonner la place à l'intuition? À l'intuition. Oui, absolument. Reconnaître les possibilités infinies. Donc, on a des possibilités infinies qu'on ne peut pas voir quand on a des points de vue fixes. Donc, si on commence à devenir point de vue intéressant, on va commencer à reconnaître des possibilités infinies. Et en fait, si on met tous les 7 milliards d'humains côte à côte, il y a des infinités de possibilités. Et nous, on regarde le monde juste de là où on est. Donc, quand on se met dans cette position, si j'étais illimitée, est-ce que je choisirais la solution que je suis en train de prendre là? Non. Donc, ça ramène au choix aussi la capacité de se mettre en position de choisir. Et pas d'exclusion. Donc, pas d'exclusion, c'est faire des choix où je n'exclus pas l'autre, je n'exclus pas la terre, je n'exclus pas mes partenaires, je n'exclus pas dans l'entreprise, je n'exclus pas mes employés, je n'exclus pas mes fournisseurs et surtout, je ne m'exclus pas moi-même. Parce que parfois, on fait des choix et on est le dernier sur la liste. C'est-à-dire qu'on va tenir compte des autres et de soi en dernier. Alors qu'en fait, on est quand même la personne la plus importante sur Terre, c'est nous, chacun, pour lui. Donc, pas d'exclusion. Et puis, il y a des gens qui sont dans le contraire, ils sont tellement sur eux-mêmes qu'ils vont oublier les autres, ou la Terre, ou le collectif, ou voilà. Donc, pas d'exclusion, c'est ça. Et une fois que les personnes ont fait ces 10 séances, en tout cas ces 10 clés, on a, comment dire, un regard vraiment très différent sur les choses et une dynamique très différente sur les choses. Donc là, c'est le livre qui s'appelle « Les 10 clés vers la liberté totale ». Alors, c'est vers la liberté totale. Il y a du chemin, mais c'est être de plus en plus libre par rapport à ça. Moi, je pense que, par exemple, c'est intéressant pour des sportifs. C'est intéressant pour tout ce qui est médical, mais ça peut être le monde du handicap aussi. Ça peut être sur tout ce qui est associatif, professionnel. C'est intéressant pour les parents, pour les chercheurs d'emploi, pour les handicaps. Partout, on a besoin de dépasser les propres limites que l'on peut avoir. Voilà. Je ne dis pas comment il faut penser, mais simplement, je montre simplement aux gens, là on est coincé, comment est-ce qu'on peut se libérer au niveau de la pensée? Devenir conscient des choix inconscients, et comment est-ce qu'on peut mettre des choix conscients là-dedans, avec une pédagogie intégrative, justement, où il y a une clé par séance, et on intègre et on intègre. Voilà. Einstein disait, « Et fou celui qui pense qu'en faisant toujours la même chose, il y aura d'autres résultats. » J'adore celle-là.
Ça, c'est les formules. Hein. En séance, 6 séances. Voilà. Et ça, c'est mes coordonnées. Voilà. J'avais à peu près une demi-heure pour vous montrer ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez comment vous sentez ça? Comment Moi, je vais peut-être réagir en tant qu'homme de l'art, puisque mon métier, c'est de faire de la formation depuis très longtemps. Au départ, on pense que c'est pour la technologie, et en fait, non, c'est pour l'humain que je suis derrière les ordis. Et en fait, comme souvent en formation, tu mets sur des idées, des mots, tu traduis par des concepts, des choses qu'instinctivement certains d'entre nous pensent ou font. Et ce qui devient intéressant, c'est qu'à un moment donné, il faut que là aussi la conscience soit là pour que ça devienne une mécanique consciente et routinière de nos vies. le quoi d'autre est possible? On le fait tous. Mais la société le fait, autrement on serait encore à l'âge de pierre. On aurait encore froid, on aurait encore des peaux de bête sur le dos. Et puis, donc, quoi d'autre est possible? On fait ça tous. Mais on peut aller le pousser beaucoup plus loin. Exactement. Moi, j'ai souvent cette réponse chez mes clients. On est quelques-uns à faire de l'audit en parallèle du métier qui est le mien. Et on a ça en caractéristique quand on interroge des gens sur pourquoi est-ce qu'ils ont tel tableau, tel flux d'informations, tel machin. La réponse est parfois parce qu'on a toujours fait comme ça. Oui. Et le simple fait de les amener de l'extérieur avec notre œil de néophyte en leur disant, mais attendez, ce chiffre, il vient d'où? Cette donnée, elle vient d'où? Vous voulez en faire quoi? Les gens s'interrogent, pourquoi vous me posez cette question? Voilà, et c'est quelque chose qui est vraiment très très fort dans nos métiers. Je pense que c'est quelque chose que tous les professionnels doivent faire sur leur champ d'activité précis, là où ils ont l'expertise. C'est-à-dire que le professionnel doit amener le client, quel que soit le client, à s'interroger sur le bien fondé de son choix, y compris le paysagiste qui dit. Pour eux, c'est la sécurité, c'est le connu, c'est éviter de sortir de sa zone de confort. C'est ça. On sait que ça marche, on ne va pas aller chercher quelque chose. Ouais, je veux reproduire ce que mon voisin a fait. La piscine, elle m'allait bien. Non, c'est quoi votre jardin? Vous le voulez comment? Vous. C'est rigolo. En tout cas, c'était très intéressant, Marie-Josée. Ouais, merci beaucoup. Merci, c'est très. Ouais, très c'était intéressant là. Plein de questions à se poser et puis des pistes de réflexion en tout cas. Voilà, donc si ça vous intéresse, je peux faire par exemple une séance d'1 h 30 où on prend un peu plus le temps. Il y a un bouquin qui est intéressant. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous le voyez à l'endroit ou pas? Parce que moi, je le vois à l'endroit. Oui, la joie du business. La joie du business. La joie du business. Donc, Simone Milésas qui a écrit ça, c'est la coordinatrice mondiale d'Access Consciousness. Quand j'ai commencé il y a 7 ans, ils étaient dans 43 pays. Maintenant, ils sont dans 170 pays. Et elle utilise beaucoup ces outils. La joie du business. Et par exemple, là, elle vient de démarrer un challenge de 3 mois pour utiliser simplement point de vue intéressant. Pendant 3 mois, on n'utilise que cet outil, point de vue intéressant, sur tout, absolument tout. Et l'année dernière, elle avait fait un challenge sur 6 mois, elle a changé un petit peu la formule. Et ce qu'elle dit, les premiers mots de cette petite introduction, c'est « Si vous aviez point de vue intéressant sur toutes les choses de votre vie, que pourriez-vous choisir? Et que choisiriez-vous » Mais ça, c'est léger. Ça amène du léger. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre que j'adore. Elle a aussi écrit ça, « Sortir joyeusement de l'endettement ». D'actualité, je pense. Très ça, c'est d'actualité aussi. Et il y a une seule représentante de la joie du business en France, Laurence Fabier, qui actuellement fait un book club sur ce livre, qui n'est pas très cher, hein, c'est 57 €, je crois. Donc, si vous voulez les coordonnées, vous pouvez me les demander. Et alors, ces deux-là, je les adore. C'est un de leurs premiers bouquins, qui est ne pas faire le business comme d'habitude,
No More Business as Usual, c'est Shituza et Steve Bowman qui ont créé le capitalisme bienveillant et le leadership bienveillant. Et ils sont d'une clarté et ils ont ces outils, en fait, ils travaillent avec ces outils. Et tu peux nous redonner le bouquin que tu nous avais cité en tout premier, celui sur les 10 clés, le tout premier tout à l'heure, celui que tu nous avais montré. La joie du business? Non, celui qui était un diaporama. La liberté totale. Oui. Pardon? Les 10 clés vers la liberté totale. Merci. Merci. Bon, moi, je vais devoir y aller, mais en tout cas, Parfait. si tu fais une autre session un peu plus longue, n'hésite pas à nous tenir au courant, nous envoyer un mail. D'accord, volontiers. Merci pour ta Ce sera présence. intéressant, parce que là, c'est vrai qu'en une demi-heure… Ah bah ça, c'est juste pour vous montrer que ça existe. Hein. Bah oui, ouais. Ouais, mais c'est très bien, ça donne envie et ça ouvre des horizons. C'est ce qu'on a besoin d'avoir par les temps qui courent aussi. Ah oui, moi, je serais ravie que vous fassiez ça parce que d'abord, j'adore faire ça, mais c'est surtout un cadeau que vous allez vous faire. Hein. Et on